Bonjour à tous. Voilà un point que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans d'autres vidéos. Les thamnophis sont-ils des serpents piscivores? Cette question ne manque pas d'intérêt car elle présente selon moi un piège qu'il convient de bien identifier. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble aujourd'hui. En effet, il convient tout d'abord de se mettre d'accord sur la définition de ce terme de piscivore, car en réalité, celui-ci peut, je le crois, amener à des confusions. Lorsqu'on regarde la définition du dictionnaire Larousse par exemple, on se rend bien compte de la difficulté qui va nous préoccuper. Le dictionnaire donne en effet pour définition une simple phrase « qui se nourrit de poissons ». Très bien, mais cela reste un peu lacunaire. En effet, cela signifie-t-il que les poissons font partie d'un régime alimentaire plus global, plus varié, ou bien que l'animal se nourrit exclusivement de poissons? Le dictionnaire Le Littré livre aussi sa propre définition, avec « qui vit de poissons ». Est-ce à sous-entendre qu'un animal piscivore a donc besoin de poissons pour vivre, sous-entendu qu'il ne peut pas vivre sans? Une réponse intéressante est apportée lorsqu'on regarde la définition du dictionnaire de l'Académie française, et c'est là-dessus que je vais me baser, parce qu'on ne doutera pas de sa précision. La réponse est alors « qui se nourrit principalement de poissons ». Prenons donc acte. Un serpent piscivore se nourrit donc principalement de poissons. Certains trouveront peut-être cette partie sur les définitions un peu rébarbatives, mais elle est selon moi pas dépourvue d'intérêt pour la suite de cette vidéo. Car en effet, elle entraîne pas mal de confusion concernant le régime alimentaire des thamnophis, et beaucoup de pages internet, peut-être trop influencées par ce terme de piscivore, mentionneront une notion d'exclusivité à propos du poisson qui présente un piège selon moi. Je vous mets un exemple. Voici ce que j'ai trouvé à propos des thamnophis sur un site internet que je ne mentionnerai pas. Point de vue alimentation, il y a des serpents qui sont omnivores, insectivores. Le thamnophis, lui, est piscivore. Une belle aubaine pour celui qui n'aime pas donner des animaux tels que souris et rats. Ne vous amusez pas à lui donner des insectes, il ne les digérerait pas. Le thamnophis mange uniquement du poisson. Il peut chasser en pleine eau, capturant sa proie sans respirer et en pleine nage. Mais, en captivité, comme décrit plus haut, vous pourrez lui donner des petits poissons vivants dans son bassin ou frais. Évitez le congelé qui perd une partie de ses valeurs nutritives. Cependant, il y a une règle d'or à bien respecter, ne donnez pas n'importe quel poisson. Lorsqu'on lit cet extrait d'article, on se rend bien compte que le terme de piscivore mène à des confusions. En effet, si vous regardez mes vidéos de nourrissage, vous verrez bien que les thamnophis ne se nourrissent pas exclusivement de poissons. Voilà donc un premier point qu'il fallait éclaircir. Mais ce n'est pas suffisant. En effet, en reprenant la définition de l'Académie française, peut-on dire qu'elle convient en ce qui concerne les thamnophis? Rien n'est moins sûr, et je vais tenter de justifier ma réponse. À vrai dire, cette dernière semble bien plus intéressante et complexe que cela. Pour y répondre, regardons ce qui se passe à l'état sauvage chez ces serpents, afin de mieux comprendre leurs préférences alimentaires naturelles. Je vais, pour ce faire, me baser sur deux études scientifiques sur les thamnophis. La première est celle de Henry S. Fitch, pour l'Université du Kansas. Ce dernier s'est concentré sur l'étude des thamnophis sirtalis et a publié ses résultats en 1965, ça ne date pas d'hier, après les avoir étudiés pendant près de 30 ans, surtout dans la moitié ouest des États-Unis. Ce scientifique ne mentionne pas toujours les sous-espèces qu'il étudie, même s'il précise que ce sont des thamnophis sirtalis. On notera qu'un petit nombre de thamnophis radix et proximus est également évoqué. Il mentionne aussi souvent les thamnophis sirtalis parietalis, qu'il a donc sans doute majoritairement croisés, mais on est en droit d'imaginer, vu le nombre de serpents qu'il mentionne, que le nombre d'espèces rencontrées lors de ses études dans le Kansas est bien plus grand et varié. L'autre étude sur laquelle je vais me baser est celle d'un biologiste fameux, Roger Conant, qui a étudié et répertorié dans les années 1960, à peu près la même période que Fitch, les thamnophis, mais cette fois-ci au Mexique, notamment toutes les espèces de thamnophis eques et Melanogaster canescens de la région des lacs de la cordillère néovolcanique. Aujourd'hui encore, ces ouvrages font référence dans le domaine. Les deux études rapportent des informations sur les habitudes alimentaires des thamnophis de ces régions. Concentrons-nous tout d'abord sur l'étude de Fitch. Elle est particulièrement passionnante par rapport au sujet qui nous intéresse, car ce dernier s'est justement penché sur la question précise des observations alimentaires dans son étude.
Sur un échantillon de 200 spécimens de Thamnophis sirtalis prélevés dans la région de Wichita, ayant tous été trouvés avec un ventre rempli, il a fait un inventaire du contenu de leur estomac par palpation pour 188 cas sur les 200 et par étude des selles de leur repas pour 12 Thamnophis sur les 200. Le résultat est plus qu'éclairant concernant notre vrai ou faux. Voici donc le résultat des observations. Leur proie favorite est la grenouille léopard, qu'il a clairement identifiée 120 fois. Suivent 7 grenouilles taureaux juvéniles et 25 grenouilles de ces deux espèces, mais qui n'ont pas pu être clairement identifiées. Ensuite, il a trouvé 12 crapauds américains, juvéniles aussi, 8 rainettes versicolores et 6 Acris crepitans, une autre espèce de grenouille. Enfin, trouvés à chaque fois à 5 reprises ou moins, on trouve beaucoup d'espèces comme encore quelques autres crapauds, des mulots gris, un rat des moissons, des vers de terre, qu'il a trouvés que dans le ventre de juvéniles. Et plus surprenant, un oiseau non identifié et même un mocassin à tête cuivrée, un autre petit serpent. Bref, une large variété de proies, mais pas un seul poisson sur cet échantillon, qui est tout de même très grand. Pour un animal réputé piscivore, cette observation est quand même loin d'être anodine. D'ailleurs, Fitch mentionne dans son étude les résultats d'une autre étude similaire effectuée sur les Thamnophis infernalis par 2 biologistes appelés Wright, qui mentionnent des insectes, ce qui est assez surprenant car beaucoup de Thamnophis sont réputés ne pas les digérer, des grenouilles, des crapauds, de petits mammifères, des vers de terre et des araignées, mais toujours pas de poissons. Pourtant, Fitch a décrit les terrains sur lesquels il a prélevé les serpents, et bon nombre de ces derniers sont propices à la présence de poissons, comme des mares ou des lacs. Il est toutefois aussi intéressant de voir qu'il a cherché et trouvé des spécimens dans des prairies et des zones plus boisées, comme quoi les Thamnophis sirtalis ne sont pas uniquement attirés par l'eau à l'état sauvage. Il serait néanmoins malhonnête de dire que Fitch n'a jamais observé de poissons dans ses études. Toutefois, cela reste très restreint chez les Thamnophis sirtalis. On en retrouve la trace, par exemple, dans une de ses études sur les espèces de la côte pacifique, avec des Thamnophis sirtalis infernalis, Fitchi, Pickeringi et Tetratenia, où il a recensé et contrôlé, selon les mêmes procédés, 48 estomacs remplis de 72 proies chez ces différentes espèces. Le constat fut alors le suivant. Les différentes espèces de crapauds furent les plus présentes, avec 30% de la nourriture constatée. Suivaient alors les vers de terre, les rainettes, et viennent ensuite les têtards, 10%, les sangsues, 4%, et 1% de limaces. Les poissons étaient aussi présents, mais ne représentaient que 3 petits pourcents des observations. Pourtant, les biotopes naturels concernés n'en manquent pas. Passons désormais à l'étude de Conant, qui livre des impressions qui sont très différentes. Les observations qui nous intéressent aujourd'hui sont celles qu'il a faites sur les espèces mexicaines de la cordillère néovolcanique, de type Thamnophis eques et Thamnophis melanogaster canescens. Comme précisé plus tôt, cela nous donne déjà de bonnes indications sur la variété des terrains où l'on peut trouver des Thamnophis. Et cela n'est pas si étonnant que l'on trouve des variations importantes en ce qui concerne leur régime alimentaire. Par exemple, les observations de Fitch se concentraient plus sur des terrains peu élevés, environ 400 mètres d'altitude, pour les prélèvements dont nous avons majoritairement parlé. Conant, lui, a observé des Thamnophis vivant à plus de 2000 mètres d'altitude, parfois même proches des 3000. Ces sous-espèces vivent dans des zones géographiques souvent assez restreintes et très géolocalisées, basées autour d'une étendue d'eau plus ou moins grande. La proximité de l'eau est quasiment toujours observée, ce qui n'était pas le cas pour les Thamnophis sirtalis de l'étude de Fitch. S'il ne donne pas des précisions aussi évidentes que Fitch concernant le nourrissage, Conant était surtout là pour répertorier et identifier les Thamnophis. Malgré tout, ses dires sont quand même très explicites et intéressants, car dans de nombreux cas, il a tout de même livré des impressions sur leur régime alimentaire. Ainsi, il a lui aussi décrit des palpations, qui révèlent presque toute une ingestion de poissons lors de son observation des Thamnophis melanogaster canescens et de Thamnophis eques quitseoensis autour du lac de Quiseo. Ces petits poissons sont majoritairement des Scyphia, une espèce locale de 3-4 cm de long. Ces petits poissons sont d'ailleurs décrits comme très abondants dans la zone. Conant observe que des serpents s'enroulent près du bout de leur queue, dans l'eau, dont ils se servent en l'agitant comme d'un appât pour les attirer et les attraper. Chose observée chez de nombreuses sous-espèces de Thamnophis eques. On a donc là une vraie technique de pêche, preuve que ces serpents doivent beaucoup la pratiquer.
Il dit aussi que les Thamnophis melanogaster canescens et les Thamnophis eques quitsewensis se nourrissent de ces poissons, je le cite, de façon extraordinairement abondante. Il rapporte aussi de nombreuses observations de ces deux espèces de Thamnophis, suspendus sur les rochers, la tête dans l'eau, se mettant en chasse dès que des petits poissons approchent. Pas de doute ici, ces serpents présentent bien des comportements très piscivores. Une autre de ces observations intéressantes concerne les Thamnophis eques obscurus, observés au lac de Chapala. Une grande concentration de petits poissons y est encore dénombrée, et une remarque pourra attirer notre attention, celle d'un autre biologiste, Robert Miller, qui partage cette remarque avec Conant. Il n'y a absolument aucune évidence de la présence d'autres nourritures, telles que des grenouilles, des salamandres ou d'autres invertébrés. Cela tend à indiquer que, là aussi, les Thamnophis ont un régime alimentaire tourné vers le poisson, et à l'opposé de ce qui avait été observé dans l'étude de Fitch. Enfin, il sera utile de dire que la donne change un peu avec l'observation effectuée sur les Thamnophis eques carmelensis. Ces derniers semblent vivre dans une zone pleine d'amphibiens, et c'est ainsi que la majorité des observations faites sur eux montrent une alimentation surtout basée sur les grenouilles et les têtards. Avant de conclure, il faut peut-être ajouter une remarque, personnelle cette fois-ci, et non basée sur les recherches de ces deux scientifiques mentionnés plus haut. Cette remarque concerne les aptitudes à la pêche des Thamnophis. Chez les Thamnophis sirtalis, on se retrouve souvent avec une pêche un peu brouillonne. Le serpent avance dans l'eau, la gueule ouverte, mais les attaques sont souvent assez peu précises. On sent que l'eau n'est pas un environnement problématique, mais qu'ils ne sont pas non plus des experts de la pêche, à l'inverse de ce qui a été mentionné sur les techniques développées par les Thamnophis eques quitsewensis par exemple. En conclusion, tout ceci tend à démontrer la difficulté d'englober les Thamnophis derrière le qualificatif de piscivore. La réponse adéquate à la question de savoir si ces serpents peuvent prétendre à cet adjectif serait donc plus ou moins. En captivité, le poisson sera généralement accepté, même si j'ai déjà eu l'occasion de prouver dans une vidéo que ma femelle Thamnophis sirtalis concinus semblait préférer quant à elle les rongeurs. Les Thamnophis seraient donc plus ou moins piscivores, surtout dans leur milieu naturel. Cela semble dépendre de beaucoup de facteurs. Le lieu où ils vivent, et ses ressources par exemple, bien sûr, mais pas que. Certains semblent avoir des facultés naturelles de pêche supérieures aux autres. Enfin, tout cela dépend aussi peut-être des saisons, les serpents préférant les amphibiens lorsqu'ils sont nombreux et accessibles. Peut-être. Revenons pour terminer à notre réponse. Il est désormais temps pour moi de me mouiller un peu, en vous donnant la façon dont je décrirais le régime alimentaire des Thamnophis de façon générale. Le terme de piscivore me semble en effet inadapté et trop vague pour être pertinent. Je dirais donc pour ma part que les Thamnophis, dans leur généralité, possèdent une alimentation très variée dans leur milieu naturel, selon leur zone de répartition géographique et selon les sous-espèces du genre. Bien davantage que piscivores, ils sont pour moi opportunistes. Cela leur donne d'ailleurs un intérêt supplémentaire en captivité, où une grande variété de proies pourra leur être donnée. Concernant la captivité, justement, l'éleveur pourra adapter le nourrissage en fonction des espèces qu'il possède et des goûts de ses animaux. Une alimentation majoritairement piscivore peut alors être envisagée, même avec des espèces qui mangent peu de poissons en l'état sauvage, notamment les Thamnophis sirtalis. Voilà, j'espère que cette vidéo assez scientifique vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces serpents qui sont encore trop méconnus du grand public. Je vous salue donc bien bas, vous et vos bêtes à écailles, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!